Avec Charlotte Dornelas, un sujet, là aussi, qui en parle? Vendredi, un homme a été condamné pour avoir diffusé les images de vidéosurveillance des toilettes d'un supermarché dans laquelle un jeune handicapé aurait été violé. Cette condamnation a indigné beaucoup de Français. Charlotte, comment l'explique? Alors, dans cette histoire, il y a la loi, le texte de la loi, les raisons de l'existence de la loi, et il y a aussi les raisons pour lesquelles certains en viennent à enfreindre cette loi, et d'autres, beaucoup d'autres, à comprendre ceux qui enfreignent la loi en question. Le jeune vigile du supermarché, vous vous souvenez de l'histoire, une maman était avec son fils handicapé, elle l'accompagne jusqu'à la porte des toilettes, ne le voyant pas revenir, elle rentre dans les toilettes et elle découvre un homme qui en sort et son fils vient d'être violé. Le jeune vigile, il a 23 ans, il travaille sur place et donc il a diffusé cette vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Vidéosurveillance, je le précise, qui est à l'extérieur des toilettes, mais dans lequel on voit le va-et-vient entre toutes ces personnes. Il est poursuivi pour atteinte à l'intimité de la vie privée, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à la personne, en l'occurrence l'agression sur ce jeune homme, et violation du secret de l'enquête. C'est indiscutable, il est interdit de publier une telle vidéo en raison de la protection de la vie privée et, dans une certaine mesure, de la présomption d'innocence de la personne qui est devant le tribunal. Il a donc été condamné en vertu de ce texte. Le texte, c'est 45 000 € d'amende et 1 ou 2 ans de prison ferme. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, ainsi que des dommages à intérêt à la famille de la victime, premièrement, qui s'est dite extrêmement touchée de la publication de cette vidéo dans laquelle on voyait une mère paniquer, récupérer son fils qui l'était encore plus. Et donc le préjudice vis-à-vis des victimes a été... Sur la vidéo, pardon, mais on voit l'accusé sortir des toilettes se remontant la braguette. Pardon. Exactement. C'est assez violent. Hein, c'est une vidéo qui de toute façon sert de pièce maîtresse évidemment dans le procès, ça c'est indiscutable. La question n'était pas de savoir ce que cette vidéo pouvait servir à prouver, c'est évidemment sa publication. Mais le préjudice a également été prononcé à l'endroit de l'auteur présumé de ce viol, 500 € de préjudice ainsi que 800 € de frais d'avocat, le tribunal ayant estimé qu'il y avait une atteinte à la vie privée, ce que lui permet le texte de loi, encore une fois. Alors on comprend l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est que ces images sont évidemment difficiles à supporter, elles ont tourné en boucle, évidemment, à la fois sur les médias, sur les réseaux sociaux et au-delà de nos frontières, elles sont difficiles à supporter pour la famille de la victime, et les protéger de cette exposition est évidemment légitime, surtout quand il ne le désire pas. Mais personne ne peut comprendre aujourd'hui le préjudice moral qui est reconnu et sanctionné envers l'auteur présumé des faits, qui lui n'a pas encore été jugé, qui plus est lorsqu'il est clandestin, visé par une OQTF que donc il n'a pas respectée, avec des circonstances aggravantes puisqu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue à ce moment-là. C'est ce point-là, évidemment, qui a fait réagir énormément de gens. Vous évoquez, Charlotte, les raisons pour lesquelles cette vidéo ou d'autres fuitent. Comment cette infraction peut-elle se justifier? On avait déjà eu c'est assez récent comme décision. Alors on va me dire, la vidéosurveillance, c'est récent. Moins que le phénomène de publication des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. On avait déjà eu le débat, souvenez-vous, avec des commerçants épuisés de vols ou d'agressions à répétition qui publiaient la vidéosurveillance pour montrer leurs agresseurs et pour voir la manière dont ils étaient agressés. Que l'atroce réalité vécue dans leur chair par de plus en plus de Français soit visible de tous, soit qu'elle s'impose par l'image à tous. C'est une manière de répondre finalement au déni de certains hommes politiques, au déni de certains journalistes, ainsi qu'à l'incompréhension grandissante devant la manière dont collectivement nous entendons rendre justice. Alors collectivement, nous ne sommes pas nous responsables, mais la manière dont la justice est rendue en notre nom à tous. Si on devait résumer le message qui est passé par la publication de ces vidéos, c'est regarder ce qu'il se passe, regarder ce qu'il nous arrive, regarder ce qu'il se passe dans un supermarché plutôt tranquille. Et notons que les agressions filmées provoquent un émoi décuplé, une réaction médiatique qui n'existe pas dans d'autres situations. Si cette vidéo n'avait pas existé, le sujet n'aurait pas été traité de la même manière, et donc une réaction politique devant l'évolution. On le voit, la vidéo change tout dans la manière dont c'est traité. Si ça n'était pas... On peut trouver que c'est triste, mais libre aux politiques de s'en saisir sans vidéo.
libre politique d'adapter les outils à la réalité et de ne pas passer notre temps à le nier, et aux journalistes de ne pas faire une journée entière sur un mot et alimenter une polémique sur un mot, étant donné la réalité. Et images, précisons-le quand même, qui suscitent l'émoi de manière aléatoire. Publication des images, qui suscitent l'émoi de manière aléatoire. Certaines vidéosurveillances ont été diffusées, notamment dans des affaires mettant en cause des policiers, souvenez-vous. Et là, on a reconnu les lanceurs d'alerte. Personne n'a pensé à les poursuivre et on les a même félicités pour leur travail citoyen. C'est exactement le même débat qu'avec les photos de victimes. Certaines servent à alimenter un discours politique, elles sont autorisées, voire publiées, et d'autres sont inconvenantes dans le discours majoritaire et on les interdit tout simplement. Mais notons qu'il ne s'agit pas d'une question donc de principe, malheureusement. Que retenir de cette sanction? Est-ce qu'elle nous enseigne quelque chose sur l'idéologie qui prévaut chez certains dans la conception même de la justice? En effet, tout est à front renversé dans la manière de réagir si l'on s'en tient à la stricte réalité des choses. Les tenants, de manière générale, d'une justice plus ferme, qui en appelle à une justice plus ferme, s'indignent de cette condamnation qui est permise par le code pénal. Le code pénal prévoit cette condamnation, tandis que les partisans de la 20e chance défendent la sanction, en l'occurrence de cet homme qui a publié la vidéo. En réalité, c'est très instructif parce que la fermeté attendue de la justice est celle d'un ordre compréhensible dans la manière de s'exercer. Il est question de sanction, de priorité et de lisibilité des décisions de la justice. Tout le monde pourrait comprendre une telle décision si elle était proportionnée au reste des sanctions qui sont prises de manière générale en France. Et l'indignation vient évidemment d'une condamnation qui paraît disproportionnée. Et à l'inverse, les défenseurs circonstanciels de cette fermeté donnent raison, sans le savoir apparemment, à ceux qu'ils prétendent combattre. Pourquoi? Ils reconnaissent dans cette situation, parce que les faits ont lieu en novembre, il est déjà condamné cet homme. Donc, ils reconnaissent l'intérêt d'une sanction comme nécessaire, rapide, ferme, et donc que la sanction peut être dissuasive. C'est ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Simplement, en général, ils considèrent que les auteurs des actes beaucoup plus graves sont évidemment les victimes, premièrement, de la société, qu'il ne faut donc pas s'acharner sur eux par le biais de la justice. Cet homme, lui, n'est pas une victime. Il est considéré comme un agresseur en ayant publié cette vidéo. Et donc là, pour le coup, il faut une justice extrêmement ferme dans la bouche de ceux qui probablement voudraient donner une chance aux violeurs.